bienvenue dans cet épisode. Je suis trop contente de vous présenter Elodie. Elodie, la chamane de l'argent. On s'en va sur un sujet, mais tellement touchy et en même temps tellement nécessaire de faire bouger les lignes dans les sorcières, les vœux de pauvreté, les vœux de chasteté. On en a des vies antérieures à nettoyer, libérer justement, et on met tellement de focus sur cette énergie de l'argent. Elodie, tu vas nous raconter. Comment t'en es arrivé justement dans ton propre parcours? Moi, je te connais depuis 1 an et demi. Tu fais partie de l'école chamanique et je te vois aller, c'est exponentiel. Donc, Élodie, quelqu'un qui te connaît pas, comment tu vas te présenter? Bonjour Laurence et bonjour à tous. Alors, je suis tellement heureuse d'être ici. Comment je peux me présenter? Ah, c'est toujours la grande question. Je me dis souvent artiste, multi-entrepreneur, investisseur parce que j'adore justement cette énergie de l'argent. Euh, j'ai été pendant 10 ans thérapeute corporelle, en tout cas c'est l'étiquette que je me donnais, énergéticienne. J'utilisais beaucoup déjà la danse intuitive dans mes accompagnements. Euh, et puis, il y a une autre rencontre qui a mis le doigt sur quelque chose que je n'avais pas forcément vu, quoi. Hmm. Et alors donc du coup, Élodie, t'as été thérapeute tout de suite après tes études ou est-ce que t'es passée par la case salariat? Non, je suis passée par la case salariat. Moi, j'avais un BTS assistante secrétaire trilingue. Donc, j'étais voilà, dans des univers administratifs. J'ai travaillé dans des gros services achats. J'ai travaillé pour un des plus gros cabinets d'audit au Luxembourg. Donc, rien à voir avec ma vie actuelle. Mais ça baignait déjà dans l'énergie de l'argent, mais pas forcément. Voilà. Ça a mis en lumière, en tout cas, si ça a fini avec un burn-out professionnel, c'est aussi que ça a percuté certaines choses. Et en fait, suite à ce burn-out, je suis revenue dans ma région natale, donc en Alsace. Aussi parce que, en même temps que le burn-out, ma fille a failli mourir voilà, d'une bactérie. Et, et du coup, en revenant en fait en Alsace, l'expérience professionnelle m'a fait travailler en fait dans les institutions européennes. Et je te le donne en mille, dans les institutions européennes, j'étais en binôme avec une thérapeute corporelle et qui a commencé à planter des graines, à m'expliquer que, en fait, on pouvait sortir ses émotions par le corps, ce que je ne connaissais absolument pas. Moi, je connaissais juste les psychologues et je n'avais pas du tout envie d'aller raconter ma vie. Je sentais bien que j'avais des choses à libérer, mais ça me parlait pas du tout. Et en fait, ça a été le point de départ de tout. S'en sont enchaînées des formations d'abord en réflexologie plantaire, en massage. Et dans l'école où je me suis formée, il y avait cette formation de thérapeute corporelle qui m'a tout de suite, ça m'a fait comme, je dis toujours, ça m'a fait un coup de foudre en fait. Je savais que j'allais le faire professionnellement. De penser que avec l'intelligence du corps, on pouvait en fait libérer tous les traumas, tout ce qu'on porte de trop lourd. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite appelé. Et après, la machine était lancée. Et puis, je suis tombée là-dedans et je me suis formée en énergétique, en plein de choses pour aller explorer cette intelligence du corps. Alors justement là, quelqu'un qui connaît rien à tout ça, c'est quoi une thérapeute corporelle? Comment ça marche? Une thérapeute corporelle, c'est pas encore très connu justement à l'heure actuelle. On va aller par différentes techniques de massage ou de visualisation, puisque moi j'avais adapté toutes mes techniques pour les faire en ligne 1 an avant le Covid, donc ça tombait très bien. Euh, pour aller en fait explorer à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que le corps raconte, et qu'est-ce qui est juste de libérer. Donc ça peut partir de mots physiques, de traumas. J'ai beaucoup accompagné sur le burn-out, ça a été mes premières clientes évidemment, puisque c'était mon parcours aussi, mais j'ai beaucoup accompagné sur des traumas d'abus, pour aller en fait mettre de la paix, de la légèreté, de la sérénité à l'intérieur du corps par rapport à ce que les personnes avaient vécu en fait tout simplement, et pouvoir du coup intégrer ce process en fait dans la vie de tous les jours, parce que le but c'est pas juste d'aller libérer dans un coin
et de retourner à ses habitudes. Non, c'était vraiment la puissance du corps qui guide après le quotidien. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que à travers les mots que tu as utilisés, finalement, on redonne le pouvoir au client de la puissance par son propre outil qui est le corps et de ne pas rentrer dans ce schéma de la surconsommation de la thérapie finalement. Tout à fait. En fait, moi, depuis le premier jour, ça m'avait tout de suite euh, percuté. Je sais pas quel mot utiliser, mais ce truc de mais ça a pas de sens en fait d'enchaîner les clients. Déjà pour moi, enchaîner les clients en cabinet 8 heures par jour, ça avait pas du tout de sens. Je me suis dit mais c'est pas possible en fait que les mêmes personnes reviennent toutes les semaines pour les mêmes choses quoi. Il y a un moment donné en fait où tu as besoin de libérer. Je crois que c'est un peu mon énergie, tu vois. Ok, on libère, hop, on passe à la suite, mais on va pas tourner autour du pot pendant 500 ans avec le même truc quand même, quoi. Mhm. En fait, Et pour les aujourd'hui, personnes que je voyais enchaîner les rendez-vous, bah, notamment chez des psychologues ou dans d'autres cursus plus traditionnels, qui venaient me voir en me disant, bah voilà, ça fait 10 ans où toutes les semaines, je vais voir ma psy, par exemple, et je me disais, mais c'est horrible, quoi, d'avoir 10 ans de sa vie où toutes les semaines, tu es en train de, tu sais, cette redondance, en fait, et, et de se dire, mais c'est comme si ça avait jamais de fin. Et souvent sur la même problématique, c'est même pas qu'il y avait plusieurs problématiques successives. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, c'est comment redonner le pouvoir à la personne, comment fonctionner côte à côte et ne jamais me mettre au-dessus de la personne parce que je ne sais pas en fait pour la personne qu'est-ce qui est bon pour elle. Moi, je suis juste en fait là à côté pour la guider à chercher ses propres ressources. Et je pense que c'est notamment pour ça qu'on a tellement bien connecté parce que c'est ce que tu fais aussi dans tes espaces. Et c'est de se dire, en fait, à aucun moment, je m'estime savoir pour la personne. Et c'est pour ça aussi que j'ai adoré les techniques que j'ai appris en thérapie corporelle parce que il y avait un éventail d'outils, il n'y avait pas de protocole. Et moi, je suis pas du tout câblée pour les protocoles. Et de se dire, OK, on va choisir dans la mallette à outils qu'est-ce qui correspond à la personne. Et puis, à chaque fois, je m'assurais, en fait, que c'était juste pour elle, que je posais les bons mots, et des fois, la personne me disait non. Parce que je laissais l'espace, en fait, à ce qu'elle me disait non. Et ça, en tant que professionnel, c'est aussi tout un cheminement de sentir on n'est pas forcément sur le bon chemin, là, à ce moment-là. Et de dire, bah, en fait, c'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu. On est là côte à côte avec la personne et elle réajuste en fonction de ce qui est juste pour elle. Ça ne veut pas dire que tout le chemin, on se trompe. Ça veut juste dire que on l'aide à trouver exactement ce qui est juste pour elle et pas ce qui est juste pour nous. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de d'hyper puissant et un fil rouge qui m'a vraiment, bah, qui me tient depuis 10 ans. alors, on va quand même mentionner que les psychologues, les sexologues ont toute leur place et toute leur magie aussi. Ça n'a simplement pas été ta Évidemment. voie. C'est pas ton... et en même temps, c'est important de le respécifier parce que ces schémas traditionnels, en fait, ou ces approches traditionnelles vont correspondre à certaines personnes. Et ça, c'est important aussi, voilà, de le redire. Mais dans ce que j'entends, c'est que la liberté, quoi. Élodie, s'il y avait un mot pour te résumer, je crois que ça serait le mot liberté. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, avec en plus avec mon parcours de nomade, d'aventurière, enfin j'incarne la liberté de tous les côtés, dans tous les pores de ma peau. Donc oui, c'est la liberté et redonner en fait la liberté aux personnes, non pas qu'elles l'aient perdue, mais des fois elles ont oublié qu'elles avaient le choix et que c'est elles qui détenaient en fait les clés et non pas un professionnel. Et je Alors, pense que ça c'est hyper important quoi. c'est hyper important et c'est justement la problématique de la surconsommation de la thérapie. Moi, j'ai tellement détesté quand on venait voir en mode t'as pas une pilule magique en fait pour que je tombe enceinte, quoi. Ça, c'est comme, Mm. c'est pas du tout dans mon énergie parce qu'à un moment donné, moi, je suis un guide, quoi. Voilà la meilleure stratégie, l'expertise. Mais après, c'est toi qui prends tes suppléments, tes plantes, etc. Donc, je te rejoins à 2000%. Maintenant, tu viens d'aborder un thème, c'est le nomadisme. Alors, j'aimerais bien t'entendre justement
Sur ce nomadisme, comment tu le vis? Pourquoi en fait tu as choisi une vie nomade? Tu as deux enfants, tu as une famille. Voilà, comment ça s'inscrit justement dans ta mission de la chamane de l'argent? En fait, le nomadisme, c'est venu, on a pris la décision il y a 4 ans, euh, de vouloir vivre en fait, déjà de vouloir vivre, tout simplement. Parce que le contexte, on se rappelle il y a 4 ans dans quel contexte on n'était pas forcément dans un contexte de liberté totale. Et, Peur du et en Covid. fait, oui, et je me suis posé la question de me dire, ok, qu'est-ce qu'on veut vivre en fait? Qu'est-ce que nous on veut vivre et qu'est-ce qu'on veut faire vivre à nos enfants? Et en septembre 2020, nous, on a fait le choix de déscolariser nos enfants parce que le système classique était plus adapté à eux. Ça leur générait beaucoup de crises d'angoisse. C'était très compliqué sur le contexte émotionnel. Donc, du coup, on faisait déjà l'instruction en famille avant de prendre cette décision. Et moi, j'ai toujours été portée sur les voyages. Enfin, il faut pas me forcer beaucoup pour me dire on part là, surtout s'il y a la mer, le soleil. Ça, il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, en fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous retient ici? Bah rien, en fait, puisqu'ils sont déjà déscolarisés. Et du coup, tout est parti de là. À l'origine, on voulait partir à Tahiti parce que l'idée était venue de ma fille, qui est déjà elle aussi très très connectée. Et en fait, plus le projet a évolué, plus c'était compliqué de partir là-bas dans ce contexte. Mais par contre, du coup, le Mexique était ouvert et du coup, on a fait le choix de partir en premier au Mexique. Et puis, comme tu le dis, relié à la chamane de l'argent, eh ben, c'est aussi ça, ce contexte de pouvoir travailler de n'importe où, d'avoir cette liberté géographique, de pouvoir voyager, de pouvoir travailler et être en vacances en même temps. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté de se dire, mais en fait, on choisit pas où les vacances ou travailler. Moi, j'adore travailler parce que j'adore être sur des projets, j'adore créer, j'adore être même sur plusieurs projets en même temps. Et en même temps, j'adore aller à la mer le plus souvent possible. Et du coup, on s'est dit, OK, comment on peut compiler toutes nos envies, nos désirs, en prenant en compte les besoins de toute la famille. Sachant que bah, on a des fonctionnements différents, donc voyager en famille, bah, forcément, ça implique de se recalibrer tout le temps parce que les envies évoluent, parce que les enfants grandissent, donc c'est pas les mêmes envies à 4 ans quand on est parti que maintenant 4 ans après. Euh, et c'est de se dire, ok, comment on peut compiler tout ça et créer un espèce d'écosystème harmonieux finalement où chacun se sent libre et épanoui. Alors, je vais me faire l'avocat du diable encore, Elodie. Mais comment on peut être technique, thérapeute, pardon, c'est pas technique, thérapeute corporel en étant justement nomade? Est-ce que justement la période du Covid a permis, selon toi, d'ouvrir le champ des possibles en étant sur Zoom, et de pouvoir quand même accompagner tes clients via Zoom? En fait, moi, je l'ai pas ressenti dans cette période-là parce que ça faisait déjà 1 an que je procédais comme ça. Sans le savoir, j'avais anticipé, mais sans l'anticiper vraiment, quoi. Parce que 1 an avant, j'avais déjà adapté en fait toutes mes techniques qui sont normalement faites pour du présentiel. Je les avais adaptées en ligne en testant, en disant bah alors qu'est-ce que ça fait si on part en visualisation avec le corps et on essaye de libérer pareil que quand je suis en séance avec ma cliente et que je lui appuie à différents endroits du corps pour faire sortir l'émotionnel et puis libérer le trauma. Et puis je me suis rendu compte que ça fonctionnait pareil, que par différents biais, et j'ai introduit la danse intuitive bien avant qu'on voie tout le monde danser sur les réseaux. J'ai beaucoup intégré la danse, j'ai intégré plein d'outils comme ça au fur et à mesure. Et je couplais soit que en visio, soit visio plus présentiel avec une immersion. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai construit cette partie-là. Et puis après, quand on a voyagé, bah, là, j'ai fait beaucoup plus de visio, effectivement, et moins de présentiel.
Mais c'est intéressant ton retour d'expérience parce qu'on me pose souvent la question, mais Laurence, ça marche vraiment en fait en étant à distance parce que mes clientes sont partout dans le monde aujourd'hui et voilà, c'est intéressant que tu nous partages aussi ton point de vue avec tes propres clientes parce que tu vois, souvent il y a des thérapeutes qui vont me dire, oui, mais moi je peux pas en fait. Je peux pas, moi, il y a un moment donné, je touche le corps et j'ai besoin en fait de toucher le corps. Et là, tu es en train de démonter en l'espace de quelques minutes qu'en fait c'est possible. Alors c'est drôle parce que moi aussi je disais que je pouvais pas. Et puis à un moment donné, en fait, j'ai testé et je me suis rendu compte qu'en fait, je libérais pareil et qu'en plus, ça nourrissait encore plus mon envie de redonner le pouvoir à mes clientes, puisque de toute façon, j'étais pas là pour leur appuyer sur le corps. Donc il y a un moment donné, en fait, où elles étaient obligées de rentrer dans le processus pour que ça libère et d'être actrices, en fait, de leur bien-être et actrices de leur transformation si on voulait que ça fonctionne. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est génial parce que on n'a pas besoin en fait d'être là au contact de la personne et même à distance partout dans le monde. Et puis j'ai eu des clientes partout dans le monde. Euh, et ben en fait, on peut libérer le corps sans le toucher et la personne reprend son pouvoir et intègre ce que c'est en fait le mot liberté dans le processus de bien-être. C'est des étapes, en fait, de passer de la surconsommation de la thérapie à, OK, je reprends mon pouvoir par la technique, en fait, qui me convient. Donc, ça peut être thérapeute corporel, mais ça peut être, en fait, de l'acupuncture, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la nature. En fait, ça peut être n'importe quelle approche. Mais l'intention, c'est de passer ce cap de la surconsommation de thérapie à je reprends mon pouvoir. Et ensuite de ça, c'est, ben, en fait, tout est possible. Et ce n'est pas juste du présentiel. Donc, tu vois, tu montres une voie, mais au thérapeute comme au client, finalement, que oui, c'est possible. Donc, moi, je vais là te demander plus ton côté sorcière. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment ça s'est manifesté pour toi? C'est quoi ton parcours avec ta spiritualité? Mais en fait, avec le recul, je me rends compte que ça a toujours été là. Parce qu'en plus, il y avait des choses qui se passaient avec ma grand-mère qui sont pas vraiment explicables. Euh, et finalement, ça a toujours été, en tout cas dans notre lignée féminine, ça a toujours été quelque chose de, on en rigolait quoi. Bah, c'était normal quoi en fait. Et sauf que ça l'était pas pour tout le monde. Et au fur et à mesure de mon parcours, bah, d'être tombée dans cette marmite du corps, d'être devenue thérapeute corporelle, tout au long de rencontres en fait humaines qui ont planté des graines aussi sur l'alimentation, sur plein de choses que j'ai déconstruit par rapport à mon éducation. C'est venu de plus en plus se révéler. Et puis bah là, le gros doigt dessus, la grosse révélation, c'est toi quoi, qui m'a dit un jour, qui m'a dit mais en fait t'es déjà femme médecine. Et je me suis dit mais voyons, mais de quoi elle me parle? Ok, ok, d'accord. Ok, c'était là, c'était dans les lignées, c'était du non-dit et en même temps, il n'y avait pas de tabou dans la famille, dans ce que j'entends, mais c'était pas quelque chose de conscient pour toi, jusqu'à il y a 2 ans. Non, c'était pas forcément quelque chose de conscient et c'était surtout pas quelque chose que j'osais dire tout haut ou assumer. Tu vois, on le disait, bon, voilà, il y avait un petit truc qu'on disait à demi-mot, mais quand même, voilà, c'était pas du tout assumé. Alors que ça fait 10 ans que je me forme en pierre énergétique, en huile essentielle, sur les plantes, enfin tous les domaines en fait qui touchent au chamanisme, au corps. Enfin, donc il y a cette appétence en fait d'arriver à comprendre comment le corps fonctionne parce que pour moi tout vient de là. C'est vraiment la clé. Et encore, je pense qu'aujourd'hui, même avec toutes les connaissances du monde, on n'est pas, on doit être à 10% de ce que le corps est capable de faire. Et en fait, c'est cet amour du corps, de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon chemin que je cadrais avec aucun cadre justement quoi. Et que dans le salariat, bah, ça buguait, dans l'entrepreneuriat,
Bah, au début, ça buguait aussi parce que je me suis formée à plein de choses, sur plein de stratégies différentes. Et en fait, je me trouvais toujours à être une alien, quoi, au milieu de tout ça, en disant, mais moi, j'aime bien faire un mix de tout ça. Et en même temps, pour faire les ponts, bah, tu as besoin aussi d'un guide à certains moments parce que quand tu es pionnière surtout, c'est pas évident en fait d'avancer. Tu as l'impression d'avancer à l'aveugle, dans le brouillard et de pas savoir si finalement tu es sur le bon chemin ou pas, quoi. Alors, comment tu fais aujourd'hui pour savoir à quoi elle ressemble ta boussole intérieure? Et ben justement, avec l'école chamanique, j'apprends encore plus à me fier à mon corps. Mm. Et, euh, et puis bah, voilà, d'avoir de plus, en fait, depuis l'école chamanique, je me sens plus seule parce que je sais que j'ai mes alliés. Et ça, tu vois, j'ai un frisson qui me parcourt là. Et ça, d'oser le dire tout haut, c'est comme une sacrée étape pour moi. C'est dire en fait, j'ai mes petits objets chamaniques, j'ai mon bâton de pouvoir, j'ai mes alliés, et je me sens plus seule en fait. Mm. C'est intéressant hein, parce que tu vois, cette reprise de pouvoir avec les alliés, elle est tellement précieuse autant que d'être au contact de son corps, tout ce que tu as partagé. Mais être au contact de tes alliés, donc les alliés sont les animaux totems, peuvent être des ancêtres, peuvent être tes guides tout simplement, tes anges, tes archanges. Euh, Comment aujourd'hui ils t'accompagnent justement? Comment tu sais que tu n'es pas seul? Bah, ça se manifeste de plein de manières différentes et puis parce que je me connecte à eux, j'ai envie de dire, avec une discipline de faire. C'est-à-dire que au début, je prenais ça un petit peu, ouais, tu sais, quand j'ai le temps ou quand il y avait un gros truc. Et en fait, c'est ce que m'apprend aussi ton école, c'est au fur et à mesure c'est une vraie discipline en fait, de se connecter à ses ressentis, de faire les choses avec conscience, de pas aller dans tous les sens, de pas sauter sur le premier truc venu parce que c'est brillant, euh, et de faire confiance au corps, même quand t'as aucun signaux que c'est ça quoi en fait. Et du coup, je trouve que ça muscle une espèce de foi inébranlable de se dire, mais en fait, quoi qu'il arrive, j'ai les ressources. Hmm. Quoi qu'il arrive, je suis pas seule. Oh punaise, j'ai des frissons partout, j'ai la chair de poule. Quoi qu'il arrive, je suis sur mon chemin et en fait, je peux pas me tromper. Parce que même si je vis quelque chose de désagréable, bah, ça sera une initiation. Et ça, je crois que ces 2, 3 dernières années, je l'ai bien expérimenté sur des plans différents. Et ça m'a aidé aussi à me pardonner, en fait. Parce que dans ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, qui étaient quand même très difficiles, pour le coup, c'était des initiations fortes. Il y a eu des périodes où je me suis vraiment culpabilisée, où je me suis dit, mais comment, avec toute mon expérience, justement, tous mes outils, comment, en fait, comment je peux en être là, quoi. Et là, j'ai vraiment envie, tu vois, de délier la langue un peu à cette honte. Et d'ailleurs, voilà, on pourra faire le lien avec l'argent, parce que la honte et l'argent, hein, c'est vraiment très lié. C'est de se dire, en fait, j'ai les ressources, je marche sur mon chemin, j'ai les initiations que j'ai, parce que la vie a cette intelligence, en fait, de m'amener ce que moi, je vais pas m'amener tout seul, puisque je suis gouvernée à 95% par mon inconscient. Et, Et à chaque fois, c'est comme si je grandissais. Est-ce que tu vois la solidité et l'ancrage que tu as aujourd'hui? Est-ce que tu vois et Bah là, je le ressens dans toutes mes cellules. Hmm. Et ça n'a pas toujours été comme ça, hein. Tu oses aborder ce sentiment de honte, ces initiations, le fait aussi d'assumer qu'en fait, on sait rien. On sait rien, en fait. On apprend, Mm. la vie nous emmène ce qu'on a besoin. Et en même temps, il y a cet ancrage et cette foi dans ta spiritualité que tu n'es jamais seul. Parce que quoi qu'il arrive,
tes animaux, tes guides, tes alliés, sont à tes côtés et que tu peux les consulter et tu as besoin de personne pour pouvoir voyager avec eux et recevoir leur guidance. Parce que c'est un exercice, c'est une relation. Et ben, on appelle nos relations ou on les appelle pas, hein. Donc, maintenant, j'aimerais qu'on fasse ce pont avec l'argent. Pourquoi tu as choisi cette spécialité-là? Je sais pas si je l'ai choisie ou si c'est elle qui m'a choisie. Ouais. Je dirais plus que c'est elle qui m'a choisie au travers des initiations que j'ai vécues. Alors, je me rends compte que c'est plus ancien que ça maintenant avec du recul, mais surtout, c'est ces 4 dernières années depuis qu'on a choisi le nomadisme. Alors là, c'est vraiment, bien sûr que déjà quand on devient entrepreneur, on n'arrête pas d'entendre parler partout de cette relation à l'argent. C'est quelque chose voilà, que j'ai travaillé sous différents plans depuis 10 ans, où j'estimais avoir bien grandi dessus. Et puis il y a 4 ans, il y a plein de choses qu'on volé en éclats. Il y a plein de choses qui sont vraiment venues me percuter fort. C'est d'autant plus vrai quand on est nomade et qu'on voyage parce que on perd cette sécurité extérieure. Donc la sécurité, elle est obligée d'être à l'intérieur. Parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes qui remettent la sécurité à logement, à l'argent, justement, euh, aux personnes autour de toi. Et quand tu deviens nomade, en fait, tu as déjà plus forcément les personnes autour de toi, même si maintenant on a des moyens technologiques pour se joindre, mais c'est quand même pas pareil. Euh, L'argent, parlons-en avec le nomadisme. Et le logement, en fait, ça bouge tout le temps. Donc, tu peux pas te raccrocher à quelque chose. Tu es obligé, en fait, de muscler cette sécurité intérieure. Et nous, nos expériences sont vraiment venues chahuter ça. On savait que ça allait être une initiation en partant au Mexique, que ça allait être l'aventure, tout ça. Mais on avait oublié de préciser en fait à l'univers quelle dose de piment on voulait. Donc du coup, ça a été allez, all inclusive, full. Et, euh, et oui, ça a été difficile parce que ça a percuté, parce que forcément, on est des humains. Il y a toujours, dans toutes les situations, on se fait une idée de comment ça va se passer. Même si on se dit non, non, mais moi je suis sans attente. En vrai, c'est pas vrai. On a toujours une petite partie de nous qui a des attentes ou qui se disent plus ou moins ça peut se passer comme ça. Et la vie s'est chargée de m'envoyer des situations où là, pour le coup, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et où j'ai vécu des choses très dures avec l'argent. On a été arnaqué plusieurs fois à l'étranger. On a vécu des situations difficiles. On est revenu en Europe à l'aide d'une cagnotte sur les réseaux. Et là, j'ose le partager, mais ça a été longtemps hyper dur en fait de cette partie-là parce qu'il y a plein de gens qui m'ont jugé. Il y a plein de gens qui m'ont dit, tu vois, je te l'avais dit, ou t'as pas assez pris d'informations avant de partir, ou t'es pas assez, enfin voilà, toutes les choses qu'on peut entendre quand on est tranquillement depuis son canapé, c'est hyper facile en fait. Et à contrario, j'ai vu aussi la beauté et ça a attiré d'autres personnes qui m'ont dit, mais waouh, t'oses le faire sur les réseaux. Alors à un moment donné, c'était un cas d'extrême urgence, quoi, parce que nous, on n'avait pas du tout le soutien de nos familles, mais alors pas du tout, au contraire. Mais c'est de se dire, en fait, on expérimentait la dualité. Et je pense que de le ramener à l'argent, il y a toujours une dualité. Il n'y a pas un moment où tu expérimentes que ce qui est doré, ou un moment où tu expérimentes que ce qui est noir. Il y a toujours du doré, en fait, et du noir. Oh là là, j'ai des frissons de le dire. Il y a toujours du doré et du noir dans chaque situation. Et tout ce parcours, ça m'a amené à ça que même, et on a vécu des situations vraiment chaotiques. Et on se rappelle qu'on voyage avec 2 enfants. Donc ça vient toucher en plus une sphère émotionnelle. Et là, ça va parler en plus à toutes les mamans et tous les papas. De dire, quand ça touche les enfants, en fait, ça prend une autre dimension. Pour rajouter, nous, on voyageait avec notre chat, parce que tant qu'à faire, autant rajouter du piment. Et du coup, forcément, ça complexifie un petit peu les choses. Mais dans chaque situation, même les plus chaotiques, il y avait aussi du bon. Et en fait, ça décorrèle un peu cette image où ça doit être, tu sais, noir ou blanc, quoi. Mm. C'est qu'en fait, il y a plein de nuances dans l'argent.
il y a plein de nuances dans l'entrepreneuriat, il y a plein de nuances dans la vie, en fait. Mais alors justement, la chamane, elle a été initiée. Elle a Mm, eu des épreuves, elle a eu ses... C'est toujours comme ça que ça marche de toute façon. Pour pouvoir transmettre et accompagner des clients, c'est qu'on l'a vécu, on l'a transformé, on l'a... Et puis ça veut dire aussi qu'on n'a jamais fini dans toutes ces nuances, on les approfondit comme tu le dis si bien. mm. Cependant, moi j'ai envie d'avoir ton point de vue sur cette fameuse relation à l'argent. Qu'on soit entrepreneur, salarié, c'est pas la question. C'est quoi ta vision aujourd'hui, en 2025, de cette relation à l'argent? Qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce qu'elle devrait être selon toi? Oui, la première chose, c'est que moi, je trouve qu'on en fait tout un pataquès. On va sans arrêt parler et convaincre aussi les gens qu'il faut travailler cette relation à l'argent. Il faut libérer toutes tes croyances à l'argent. Euh, Comme si ça allait être le point de départ et après c'est bon, on n'a plus besoin de le faire. Et puis, du coup, tout va bien dans le meilleur des mondes, sur la terre des bisounours, et puis tout va bien. Et la vraie vie, c'est que en fait, c'est comme toutes les situations de vie que la vie t'amène. euh, c'est un mélange en fait. Il y aura toujours des choses qui vont venir te faire grandir. Et pour moi, la première chose, c'est bien d'aller libérer au niveau énergétique, au niveau des croyances, cette relation à l'argent, mais il faut aussi poser des bases, en fait, des fondations. C'est comme si tu veux choisir la déco de ta maison, mais t'as pas du tout posé les fondations de ta maison. Et ça va avec la matière, ça va avec des actions concrètes, ça va peut-être avec de l'investissement. Donc, en fonction de ce qui te parle, en fonction de ce qui est juste, en t'informant bien, hein, parce qu'il existe absolument de tout aujourd'hui et que c'est très facile de se faire avoir. Donc, mais pour moi, c'est un mélange des deux. Et finalement, c'est exactement pareil dans nos accompagnements. En fait, c'est un mélange d'énergétique, de spiritualité et de matière. Parce que on est sur Terre, les gars, quoi. Tu sais, on n'est pas perché dans les nuages et qu'à un moment donné, en fait, il faut réconcilier la spiritualité et la matière. Et moi, je crois que je suis vraiment venue réconcilier la spiritualité et la matière en ce qui concerne l'argent euh, pour arrêter d'être soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre. Mais que c'est l'alliance, en fait, c'est le mariage des deux qui va faire que, bah, justement, ta relation à l'argent, elle va s'épanouir, quoi. Alors, il faut commencer par quoi? Parce que je me mets à la place, tu vois, de dire, OK, c'est vrai qu'on voit de tout sur la relation à l'argent. Puis, tu sais, moi, j'ai eu deux approches. En plus, j'ai vu la France est avec une tendance plus économe, tu vois, avec, on met sur son livret A, tu vois, on s'éduque, on fait une éducation financière, puis on est écureuil, d'accord? Ça, c'est ce que moi, j'en perçois, en tout cas. Depuis que je suis rentrée en France, ça m'a comme sauté aux yeux cette relation à l'argent qui était complètement différente de la relation à l'argent que j'avais pu voir au Québec. Alors évidemment, attention, hein, je fais aucune généralité, chacun a sa propre façon de faire, mais tu sais, rien que la carte de crédit en fait au Québec, bah, tu la rembourses quand tu peux. Tu as un montant minimum à chaque mois, tu as un plafond, mais tu la rembourses quand tu peux. Donc, à la fin du mois, tu n'es pas débité de toutes tes dépenses ou au fur et à mesure parce que c'est une carte de crédit. Et donc, en fait, j'ai adoré ce système de carte de débit et carte de crédit parce que ça me mettait face à ma responsabilité. Est-ce que j'ai vraiment l'argent pour le faire ou est-ce que je suis en train d'être cigale et je finirai par rembourser? Ou alors, est-ce que cette carte de crédit, je la vois comme une carte d'investissement parce que je sais que je vais être capable de la rembourser, parce que je mise sur moi. Et alors là, je pense plus à des dépenses professionnelles, j'avoue. Mais en même temps, quand on prend soin de son corps, il y a un moment donné, des fois, ça va dépasser aussi ce quotidien finalement. Et tu vois, cette liberté financière où ça te met face à ta responsabilité, c'est un système que j'ai adoré. Et en fait, du coup, je te pose la question, c'est que on t'écoute, d'accord. On fait quoi en fait? C'est quoi la première étape, tu vois, pour justement se sentir serein avec sa gestion financière, ses investissements dans la matière, comme tu dis?
mais aussi dans son cœur et dans ses dépenses et dans le plaisir, tu vois. Ça serait quoi les premières étapes que quelqu'un devrait entreprendre pour être serein? Parce que je pense que l'objectif final, c'est d'être serein avec ses finances. Complètement. L'objectif, c'est vraiment la sérénité, en fait. Pour moi, il y a 2 étapes, mais qui sont quasiment, en fait, simultanées, tu vois? C'est, la première, bah, justement, en fait, d'aller libérer toutes les mémoires, traumatiques. Tu parlais, aussi de vœux de pauvreté, de tout ce qu'on porte, en fait, par rapport à l'argent et en parallèle de se former dans la matière pour avoir une vraie éducation financière. Parce que tu en parlais avec l'exemple de la France, moi c'est quelque chose aussi qui m'a toujours sauté aux yeux, sans faire de généralité, tu as raison, mais en France on a quand même, on n'est pas du tout éduqué financièrement et on a cette image que la sécurité c'est le livret A, alors que pas du tout. Alors pas du tout. Mais c'est un chemin de désapprendre que le livret A n'est pas ta sécurité, que ton investissement immobilier n'est pas ta sécurité. Et en même temps, il y a ce chemin de dire, OK, je désapprends et je retrouve cette sécurité à l'intérieur de moi, mais j'ai aussi les rênes et je sais que investir est une bonne chose. C'est ça. Et du coup, de se former, ça a vraiment, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis d'avoir plus de discernement bah, dans mes investissements. Donc, évidemment que bah, on fait tous des erreurs, hein, on teste des choses qui sont pas forcément très concluantes. Après, l'idée, c'est de voilà, de tester, mais pas non plus de tester trop à l'extrême pour pas vivre des situations vraiment trop difficiles par rapport à ça ou perdre trop d'argent. Mais pour moi, c'est les 2 en même temps. C'est qu'il y a la partie, en fait, effectivement spirituelle et ça, bah, moi, je le travaille aussi avec mes clientes, dans le corps, justement, pour aller libérer toutes ces mémoires, et ces poids de l'éducation, bah, de l'école aussi, de tout notre parcours de vie lié à l'argent, parce que ça remonte en général, très, très loin et ça, c'est quelque chose que j'adore faire, même avec des entrepreneurs qui lie le business et le corps, et de partir d'une problématique business et de voir jusqu'où ça nous amène. Et souvent, ça nous amène pas du tout sur, enfin même toujours, ça nous amène jamais sur une problématique réelle de business. Et c'est là en fait où on voit la corrélation des deux. Et par rapport à l'argent, c'est de se former, quoi. C'est de se former, quels sont les investissements qui rapportent, comment créer cette liberté financière dont tout le monde parle, comme le Saint Graal, mais d'avoir des choses vraiment très actées dans la matière. Et moi, c'est comme ça que je me suis formée dans les revenus passifs, dans l'investissement, que j'ai eu différentes expériences dedans, pour savoir bah, qu'est-ce qui était juste avec moi, qu'est-ce qui l'était pas, là où on me vantait aussi des belles promesses, mais finalement, c'était pas du tout ce que c'était. Et en fait, c'est comme tout notre parcours de vie, c'est au fur et à mesure des expériences, on va pouvoir forger ce discernement parce que on a testé. Et, et en fait, d'avoir ces deux étapes, ça permet de joindre bah, à la fois tout ce qu'on a besoin d'alléger dans notre corps par rapport à l'argent et à la fois, ok, mais dans le concret, où est-ce que j'investis pour vraiment que ça me rapporte de l'argent sans, voilà, sans poser forcément 1 million sur la table parce que je ne les ai pas, tu vois. Et c'est cette réconciliation qui permet pour moi la sérénité. Mais c'est jamais que l'un ou que l'autre. Je vois l'image d'un 8, tu sais, avec ce point de rencontre entre C'est ça. justement bah, tout ce que ton éducation ou ta non-éducation financière qui t'appartient, s'autoriser, se sentir assez, tu sais, toute cette libération qu'on appelle pour recevoir plus aussi. Et en même temps, bah, ça peut aller dans le transgénérationnel, ça peut aller dans les vies antérieures. Et en même temps, il y a un moment donné, c'est cool, mais on n'est pas là pour être perché, quoi. On est là sur Terre et apprendre, en fait, à reprendre le contrôle de ses finances, à les gérer, à investir et à se sentir, en fait, serein et solide pour arriver, comme tu dis, ce Saint Graal de la liberté financière. Mais là, tu l'as axé pas mal entrepreneur. Moi, je vais reprendre sur quelqu'un qui est salarié. Pour toi, est-ce que c'est la même chose?
C'est pas, disons que c'est pas la même chose dans l'état d'esprit, je trouve, parce qu'un entrepreneur va plus avoir cette logique d'investissement, donc va plus forcément avoir cette sensibilité, et plus il va évoluer dans l'entrepreneuriat, plus en général on comprend en fait cette logique. C'est normal pour nous d'investir. Un salarié, ça va être plutôt différent, mais ça n'empêche pas de créer sa liberté financière en fait, d'être salarié. On peut avoir aimé ce modèle de travail et tout parce que on se sent pas l'âme d'un entrepreneur, et en même temps créer des investissements judicieux, faire travailler son argent pour justement ne pas dépendre que de son salaire. Parce que pour moi, le danger, c'est d'avoir une seule source de revenus. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé en fait quand on est allé au Mexique, c'est qu'on n'avait pas du tout anticipé, on connaissait rien à l'investissement, on pensait que c'était pour les riches, on connaissait rien au revenu passif, on connaissait rien au revenu automatisé, et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, notre seule source de revenus s'est effondrée comme ça du jour au lendemain, et qu'après, eh bah, du coup, ça a été très compliqué parce que on n'avait pas forcément. Pour moi, ça marchait, mon activité marchait super bien depuis des années, donc bah ça allait continuer, je vois pas le problème, quoi. Mm. Et en fait, c'est venu m'apprendre ça. Et du coup, notamment à notre retour en France, je me suis beaucoup formée justement sur, bah, sur l'investissement, sur différentes opportunités, qu'est-ce qui était juste, pas juste, qu'est-ce qui flirtait aussi avec la légalité, où j'avais pas envie, en fait, mon éthique était pas OK avec ça. Et tout ce chemin-là, je trouve que c'est hyper intéressant. Et pour un salarié, c'est vraiment de se dire, OK, je peux créer ma liberté financière. Peut-être qu'un jour, je vais avoir envie de plus être salarié, et j'aurais mis en fait toutes les fondations en place pour être libre justement géographiquement, de voyager, pourquoi pas d'être rentier si vraiment j'ai bien investi mon argent. Et du coup, ça vient aussi avec, tu sais, tu parlais d'autorisation, toutes les mémoires de ah oui, mais si t'es rentier, c'est que t'es un fainéant en fait. Si tu travailles pas, c'est que t'es un fainéant. Et moi, j'ai grandi dans une famille valorisée par le travail, où mon père ne prenait jamais de congé maladie parce que c'était en fait pas envisageable. C'était tu prends sur toi et tu vas travailler. Bon, moi, ça m'a conduit au burn-out du coup parce que j'ai voulu faire pareil. Et en fait, c'est décorréler toutes ces non-autorisations justement de vivre tout simplement, parce que on n'est pas, le travail en fait est au service de notre épanouissement. Normalement, ça devrait être comme ça. Mais nous, notre seule mission sur Terre, c'est de vivre. C'est de vivre une vie qui nous fait kiffer, qui nous nourrit, où on se sent vivant, et c'est tout en fait. Et l'argent va venir soutenir ça. Donc l'argent ne va pas soutenir de la même manière en fonction de la vie qu'on a envie de vivre. Et du coup, c'est aussi de se dire, bah, en fait, il y a des personnes qui veulent faire des millions, il y en a qui veulent juste 2, 3, 4 000 euros par mois, et c'est OK. Il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. C'est comment je mets l'argent au service de ma vie, de manière fluide, sans que ce soit lourd, et sans que je sois tendue à la fin du mois en espérant qu'ils viennent bien toquer à ma porte. Je pense qu'on touche un point avec les autorisations. S'autoriser déjà à gagner de l'argent, s'autoriser à prendre ce poste ou pas, tu vois, qui gagne plus, parce qu'on peut ne pas être inspiré à prendre un poste de management avec une équipe, par exemple. Euh, mais il y a aussi s'autoriser à dire je suis en burn-out et j'ai besoin de repos, j'ai besoin, en fait, je m'autorise à prendre les congés maladie, en fait. Je m'autorise à aller me former ou aller voir un thérapeute et explorer. Je pense que sur l'autorisation et de l'argent, qu'on soit cigale ou fourmi, peu importe, il y a vraiment cette histoire en fait. Faut pas oublier qu'on est la première génération qui prend soin de ses émotions. Enfin, je dis première Mm. génération parce qu'on a à peu près le même âge, dans la quarantaine, enfin début de quarantaine. Et en fait, ben, quand on remet ça en perspective, dire, mais attends, mais c'est vrai, hein, dans mes lignées, ils n'ont pas fait le boulot sur l'argent, tu vois. Ça remet en disant, attends, déjà, je vais m'occuper de moi et puis je vais prendre soin justement.
de m'autoriser à gagner plus, m'autoriser à sortir du salariat ou pas, ça dépend, hein. M'autoriser à investir, m'autoriser à gérer, parce qu'il ne faut pas oublier, les femmes, elles ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Si mon souvenir est bon, Mm. c'est dans les années 70, donc c'était hier, en fait, quand on y pense. Donc, ce travail de s'autoriser, on n'est qu'aux prémices, en fait. Et t'entendre, c'est du bonbon dans ce fameux 8 entre, OK, j'ai conscience que mes clientes sont des sorcières, ont envie en tout cas de faire ce chemin-là, mais en même temps, il y a un moment donné, c'est on redescend sur Terre et c'est du concret pour arriver à cette sérénité finalement dont tu parles. Donc, Élodie, moi j'ai envie de te poser cette dernière question, mais qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, parce qu'on est tous des êtres humains, salariés, entrepreneurs, on s'en fout, c'est pas la question. Quelqu'un qui est là, alors j'ai deux cas de figure. Donc deux questions. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'autorise pas à investir justement dans pour soi, peu importe la source dans laquelle la personne a envie de s'investir. Euh, En fait, qu'est-ce que tu donnerais comme dernier conseil, ou peut-être un livre, ou peut-être une conférence, j'en sais rien, à quelqu'un qui a envie de s'autoriser sa relation à l'argent sereine? Ça englobe tellement de choses. Euh, Par quoi on commence? Reviens à par quoi on commence. Tu vois, quand cet épisode, c'est le premier sur la relation à l'argent. 4 saisons, 54e épisode. T'imagines donc, on n'est qu'aux prémices encore. Donc, j'ai envie que ça parle et que derrière, c'est la mise en action. La mise en action, ok, comment je prends soin de ma relation à l'argent parce que je veux vivre cette sérénité financière. Ça serait quoi le premier pas que tu pourrais conseiller à ceux qui nous écoutent? Bah, pour moi, c'est clairement de se faire accompagner pour pas rester tout seul là-dedans, tu sais? Parce que sinon, on tourne un peu dans notre bocal et puis on peut capter des informations qui sont contraires et on sait plus quoi en faire en fait de tout ça. Donc je dirais la première chose, c'est déjà ça. Et la deuxième chose, c'est de commencer par investir, mais en fonction de ce qui est juste pour soi. C'est-à-dire que surtout, on se met pas en danger, on n'investit pas des sommes dont on a besoin pour manger. Ça paraît complètement bateau comme conseil, mais j'ai vu tellement de choses, et puis moi, dans mon parcours aussi, je l'ai vécu, parce que j'ai cette énergie pionnière là qui aime bien aller tester des choses, sauf qu'il y a des fois, j'ai un peu franchi la ligne. Et du coup, je trouve que c'est hyper important parce que dans le domaine de l'accompagnement, pour les entrepreneurs en tout cas, on entend souvent ça, c'est investis l'argent que tu n'as pas, ça va venir, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai vu des gens en fait tout perdre, vendre leur voiture, même hypothéquer leur maison pour un accompagnement, et ça, c'est pas du tout OK. Que ça soit un accompagnement ou un investissement, c'est pareil, quoi. C'est ne pas se mettre en danger pour, sous prétexte d'accéder à cette liberté financière. Parce que c'est un leurre, en fait. C'est comme une oasis dans le désert. T'as l'impression que t'en es tout prêt. Alors t'investis, tu surinvestis, mais si t'as pas tes fondations de base, c'est hyper dangereux. Et du coup, la première chose, c'est de se mettre en sécurité. Autant émotionnellement avec un accompagnement qui va t'aider en fait à t'autoriser, qui va t'aider à décorréler en fait toutes ces charges sur l'argent. Et tu parlais des lignées tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment ça. Puis, alors, moi, dans mes lignées, en plus, j'ai les deux, en fait, chez mes grands-parents. J'ai un côté mes grands-parents super dépensiers et de l'autre, mes grands-parents super, comment dire, écureuils qui ont économisé toute leur vie, mais qui n'en ont jamais profité. Et du coup, voilà, comment on décorrèle tout ça, parce que ça soit d'un côté comme de l'autre, c'est malsain, en fait. Même quand tu as plein d'argent de côté, mais si tu sais pas en profiter, si tu t'autorises pas à vivre, à quoi ça te sert? Parce que tu vas pas l'emmener dans ta tombe, en fait. Donc à quoi ça te sert? L'argent, c'est fait pour vivre des expériences, en fonction de ce qui te parle. Moi, c'est les voyages, il y en a d'autres, c'est, je sais pas, les habits ou les sacs de luxe, il y en a d'autres, c'est encore autre chose. Enfin, on s'en fout, mais juste qu'est-ce qui te rend vivant, en fait?
et de poser les bases financières dans la matière en investissant au bon endroit, ça va te créer, en fait, justement, amplifier cette sécurité qui est déjà à l'intérieur. Plus aller justement libérer euh, pour ancrer encore plus cette sécurité à l'intérieur et en revenir à toi qui es capitaine de ton vaisseau, quoi. Et ça, c'est un truc que tu dis souvent, mais pour moi, c'est hyper important dans l'argent d'être capitaine de son vaisseau pour ne pas remettre à l'extérieur les décisions que tu vas prendre par rapport à l'argent. Ça touche tellement de sujets entre l'émancipation des femmes avec leur compte bancaire, mais aussi avec la gestion financière. C'est pas juste un compte bancaire, c'est gagner de l'argent, recevoir, investir, s'éduquer, libérer aussi au niveau énergétique. Ça, on touche à, en fait, on part du sujet de l'argent pour ensuite finalement se rendre compte que bah, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. C'est ça. Et c'est trouver cet équilibre entre je gère mon argent, je suis en sécurité et en même temps je savoure mon argent parce que je n'ai qu'une vie et que je veux vivre des expériences de dingue. Des expériences ou en tout cas des achats qui me rendent, qui me font sentir vivante finalement. Alors je vais te demander la question, Elodie. Est-ce que tu te sens vivante? Ah, moi, je me sens vivante, mais à un niveau de ouf depuis quelques temps encore plus, hein, depuis cette fameuse hutte. Euh, Et et oui, on n'a pas fini. En fait, on n'a pas fini. Il faut qu'on parle de la hutte de sudation. Oh, on y va. La hutte de sudation, ça a été un tournant pour toi. Alors, je vais juste rappeler ici une hutte de sudation. C'est une cérémonie sacrée dans le chamanisme. Euh, on rentre en fait à l'intérieur d'un cercle. On est dans le noir, sous des couvertures, et on apporte, en fait, le gardien du feu apporte des pierres chauffées qu'on va mettre au centre de la hutte sur laquelle je vais déverser de l'eau et il va y avoir un effet vapeur un peu comme un hammam entre guillemets, mais c'est une cérémonie dans le sens où c'est une renaissance. Tu rentres dans la hutte avec une intention et tu ressors complètement transformé. Moi, c'est une hutte de sudation, par exemple, qui m'a fait changer de pays. Je pensais jamais rentrer en fait en France. Moi, ça n'était pas une option dans ma tête. Je rentre dans la hutte, je ressors de la hutte, je fais bon, bah ça y est, on rentre. 4 mois plus tard, on était en France. Donc oui, ça amène des changements majeurs, mais des changements positifs si la vie t'emmène sur ce chemin-là. Donc on a vécu une retraite ensemble, tu as vécu une retraite chamanique avec cette hutte. Veux-tu nous raconter justement par rapport à cette identité, cette mission de chaman de l'argent, qu'est-ce que tu es venu transformer récemment? Parce que au moment où on enregistre, on est seulement 3 semaines après la hutte de sudation. oui, c'est vrai, j'ai l'impression que que ça fait beaucoup plus longtemps. En fait, ça a été un vrai déclencheur pour moi. Il y a eu tout ce parcours où j'ai assumé de plus en plus, en fait, cette identité. Mais je pense que j'y allais, tu vois, à pas de velours, quoi. C'est, on y allait un petit peu. Bon, des fois, on reculait. Des fois, on y retournait un peu. Bon, voilà, quoi. Et là, la hutte, ça a comme tu dis, c'est une renaissance. Ça a vraiment libéré une carapace de honte. On en revient à ça, que je traînais, parce que tout ce qui nous est arrivé, notamment au Mexique, ça a été vraiment euh, plusieurs années de guérison pour en être là aujourd'hui. Parce que ça a été vraiment une initiation très forte et ça a pris du temps. Et cette hutte, elle est venue comme faire fondre les morceaux de carapace en fait qui restaient. Et de dire mais en fait maman, tu prends ton bâton de pouvoir et t'y vas parce que en fait il n'y a pas d'autre choix quoi. Et quand je le dis, j'ai des frissons parce que j'ai jamais parlé encore ni en interview, ni en podcast, ni même sur mes réseaux comme ça. Mais c'est là où j'ai senti en fait toute l'ampleur de cette mission et c'était l'intention que j'avais posée avant de venir à cette hutte. Je savais en fait, je savais où je mettais les pieds, je savais où j'allais aller. Et pendant la hutte,
qui est quand même un processus très challengeant hein, pour le corps, on va pas se mentir. Euh, je savais que j'allais tenir jusqu'à la quatrième porte, je savais que j'allais aller jusqu'au bout. Et c'était comme un non négociable. C'était pas l'énergie, tu sais, de lutte en disant il faut que je tienne, il faut que je tienne et tout. C'était vraiment ce truc profondément ancré de dire mais en fait, je sais que je vais être là jusqu'à la fin parce que parce que c'est ma place. Et à un moment donné, tu arrêtes de te poser des questions avec le mental, en fait, de dire est-ce que je m'autorise, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, est-ce que je devrais y aller, pas y aller. Et tu le sais, pour m'avoir suivi, je me suis trituré le cerveau pendant des mois parce qu'il y avait des choses que je ne m'autorisais pas. Et pourtant, je parle d'un parcours de 10 ans de libération sur le corps. Hein. Donc, mais ça a été, ouais, il y a comme eu un avant-après de dire bah, maintenant, en fait, il n'y a plus de retour en arrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans les accompagnements que je donnais à mes clientes, parce que moi, c'est toujours comme ça que je les ai emmenées, mais que j'ai jamais trouvé, en fait, dans aucun espace, en tout cas, pour le corps. Donc, je sais que c'est mon format de prédilection parce que ça vient vraiment au plus profond de ce que tu as besoin en fait de libérer. C'est comme si tu avais une autoroute jusqu'à l'inconscient grâce à la puissance du corps. Et du coup, pour moi, ça a été extrêmement libérateur et une vraie renaissance. Et depuis tout s'est ouvert. Et, euh, et l'énergie de l'argent s'est amplifiée dans ma vie suite à ça. Et on n'est que 3 semaines après. On peut oser le dire, tu as fait des ventes en sortant de la hutte, quoi. Donc, il y a eu Ouais. un avant, un après. Je suis très touchée, j'ai même été émue quand tu as parlé d'être à ta place. La légitimité des sorcières, hein, c'est tout un sujet. Et voilà, je me réjouis en fait que ce format, que cette hutte ait pu euh, te réconcilier justement avec cette nouvelle identité qui t'appelle depuis un moment. Mais là, il n'y a pas de retour en arrière. T'es au service en tant que chamane de l'argent et c'est hyper puissant de te voir dans cet ancrage dans l'évolution aussi du parcours. Et voilà, donc tous ceux qui vont me poser la question après, quand est-ce qu'a lieu la prochaine retraite chamanique avec la prochaine hutte de sudation, je n'ai pas encore la réponse. Évidemment que ça donne envie d'y retourner tout de suite là, avec ce qu'elle vient de nous dire, Elodie. Mais j'ai pas encore la réponse. Donc, restez connectés. Inscrivez-vous dans le groupe Telegram parce que c'est là où l'information sera donnée en premier. C'est le groupe VIP, les coulisses du podcast, les coulisses de tout ce que je peux proposer. Voilà, mais 1 à 2 fois par an, c'est l'objectif, en tout cas que je me fixe, de tenir les huttes de sudation pour les résultats, comme Elodie vient de dire, de se sentir à sa place, de se sentir légitime, peu importe l'intention que toi tu vas mettre dans la hutte et dans la cérémonie que tu vas vivre, tout simplement. Alors, merci Oui, Elodie. on peut partager, enfin, juste de rajouter, de se sentir vivant tout simplement. Surtout que pendant ce week-end-là, il y a eu les extrêmes avec la chaleur de la hutte et puis je me suis baignée dans l'eau froide sur le domaine. Et ça, c'est quelque chose que je fais souvent d'aller me baigner, même là dans le sud de la France, faut pas croire, mais l'eau est pas très chaude en ce moment. Et d'aller challenger mon corps justement dans le chaud et dans le froid. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Et, euh, et du coup, c'est vraiment ce que j'avais envie juste de préciser, c'est que tous ces espaces-là, c'est ce qui te reconnecte en fait au sentiment d'être vivant. Moi, je me suis jamais sentie autant vivante en sortant de la hutte ou en allant me baigner dans l'eau froide. Parce que tu as toutes tes ressources et puis après, bon, il y a aussi tout le processus corporel qui s'enclenche derrière. Mais en fait, si on devait résumer tout ça, c'est que ta seule mission sur Terre, c'est d'être vivant et l'argent te permet aussi de te sentir vivant. Et c'est pas mal de se sentir vivant avec l'argent. Et là, je vais oser le dire, mais Mais oui, c'est pas complètement. mal de se sentir vivant avec l'argent. Ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais, ça fait pas de toi quelqu'un de capitaliste, comme j'entends souvent.
ça fait juste euh, une personne qui est amoureux de la vie, qui a envie de vivre toutes les expériences en fait sans se limiter à choisir entre ça ou ça et de se dire en fait tout est possible. Je vais ajouter que quand je suis sortie de la hutte, alors c'était une hutte particulière parce que c'était la première fois que je tenais l'espace dans la hutte pour les autres. Et le gardien du feu m'a accueillie en me disant bienvenue. Et j'ai eu des larmes en fait d'émotion de cette légitimité, se sentir à sa place, de me sentir vivante, mais aussi vivante et reliée en fait. Pas seule, parce que le chemin des sorcières et des magiciens, on a l'impression que parfois on est tout seul avec nos antennes, avec nos ressentis, on minimise, quelle que soit finalement la thématique par laquelle on va aborder notre spiritualité. Mais cette connexion, cette reliance, ça se sent le lien qu'on a ensemble, tu vois, dans cet épisode, on marche ensemble épaule contre épaule et pour moi, ça n'a pas de prix, en fait, justement, tu vois, de pouvoir se relier dans cette sororité qui est si chère à mon cœur, en fait, tout simplement. Donc, merci mille fois d'avoir accepté d'être ici, d'avoir vécu cet épisode, de pouvoir le partager la magie de la chamane de l'argent, en fait. Dans, à tous ceux qui ont besoin d'entendre justement ce chemin de réconciliation au service du vivant. Alors merci beaucoup, Élodie. Et ben merci à toi. Je suis vraiment touchée en fait de venir en parler avec toi ici. Je suis touchée parce que c'est en plus c'est la première fois que j'aborde ce sujet sur un podcast ou sur n'importe quel format. Et en même temps, c'est tellement normal que ce soit avec toi, comme j'ai envie de dire pas mal de premières initiations. Donc merci beaucoup, puis j'espère que ça pourra apporter des pistes et puis alléger cette énergie de l'argent pour les personnes qui nous écoutent. Alors je mettrai les coordonnées d'Élodie en dessous de l'épisode, que vous soyez sur Spotify, Apple ou YouTube. Comme ça, vous pourrez aller la suivre et aller découvrir tout le reste de son univers. Donc merci mille fois et je vous dis à très vite pour un autre épisode.